Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être là, malgré le froid, la neige, la tempête, les vents de sable. C'est un vrai plaisir de vous revoir pour ce nouveau cycle de conférences initié par Toulouse Business School, que je remercie encore une fois pour leur confiance, Patricia Bournet, ainsi que les équipes pédagogiques et marketing de Toulouse Business School, ainsi que les étudiants. Nous avons décidé cette année, vu l'actualité, de parler de communication et de parler plus précisément de l'entreprise face à la communication de crise. En effet, vous le savez, vu le relais fait par les médias des dernières affaires liées à Volkswagen, liées également à Air France, que c'est une grande actualité qui touche les marques, les institutions, les célébrités, les pays qui connaissent une situation de crise. Mais qui dit crise dit un certain nombre de choses. On parle de e-réputation, on va le voir avec nos invités, de réputation tout court aussi, sans passer par le digital. On parle également d'enjeux, on parle d'image, et j'espère qu'on va parler aussi de solutions de sortie de crise, puisque ça nous intéresse aussi de voir l'après-crise ou comment reconstruire. Alors la communication adéquate dans un tel contexte doit être choisie avec précaution. Pourquoi ? Parce que les institutions doivent faire passer certains messages souhaités à la fois au public externe, mais également au public interne, puisque vous le savez, en gestion de crise, il faut informer correctement et dans un bon timing ses collaborateurs, ses collègues et sa hiérarchie. Alors, on va me poser la question, quelle est la difficulté ? Pourquoi on parle de cette problématique ? Tout simplement parce que chaque cas de crise est unique et chaque situation est particulière. Nous allons partager avec vous, certes, une manière de faire, des méthodologies, probablement des techniques avec nos intervenants, mais peut-être que l'une des grandes recommandations de cette session de ce soir est d'installer probablement une cellule prête à faire face lorsqu'une crise va survenir sans prévenir. Alors ces événements inattendus aux conséquences lourdes ont été vécus par plusieurs entreprises. Je vous ai cité Volkswagen, Audi, Air France, mais je ne sais pas si vous vous rappelez des cas historiques de Tchernobyl, d'Elf, de British Petroleum, de Danone, de Toyota et de la RAM aussi, puisque nous aussi au Maroc, nous avons connu des situations de crise, même si on n'en parle pas beaucoup. Dans la résolution de crise, seule semble compter la manière dont on y répond, la vitesse à laquelle les parties prenantes deviennent transparentes. Vous noterez bien le système de transparence, parce que je sais qu'il y a des questions du public autour de ce thème-là, et surtout les solutions proposées. À cette question de timing va se rajouter, c'est pour ça qu'un de nos intervenants est le spécialiste de la question, à cette question de timing se rajoute celle des réseaux sociaux et de l'Internet. En effet, je me pose la question. Des fois, les rumeurs prennent de court les dirigeants même, puisque les choses se propagent très très vite avec l'Internet, avec des informations vraies, mais très souvent aussi fausses, ce qui brouille pas mal les pistes et qui complique la tâche aux différentes parties prenantes quand le volet digital n'est pas maîtrisé. Toulouse Business School Casablanca a choisi ce soir de se pencher sur la question avec des experts nationaux à carrière internationale, vous allez le voir, et des exemples internationaux. J'ai à ma gauche Madame Raja Kentawi, consultante en communication stratégique et communication de crise, manager de la communication externe et relations presse de la Société marocaine des tabacs. Et à ma droite, Monsieur Anas Filali, consultant, conférencier, plusieurs fois récompensé, expert dans le digital et directeur général d'une entreprise de services appelée l'OREM. J'aurai le plaisir de modérer pour ma part la conférence. Alors nous allons démarrer dans quelques instants. Madame Kentawi, Monsieur Filali vont partager avec vous le fruit de leur expérience. Ce sera des témoignages, mais ce sera le plus souvent de cas concrets, de méthodologies pratiques et de techniques d'apprentissage, d'anticipation, de prévision de crise. Bien évidemment, nous ouvrirons le débat tout à l'heure, dans un peu plus d'une heure, pour vos questions, vos interrogations, vos feedbacks qui constitueront une grande partie de l'événement. Et puis après, nous continuerons sur un cocktail. Donc je cède la parole à Madame Kentawi, tout en gérant au mieux la présentation, sa présentation, qu'elle a l'amabilité de préparer pour nous, pour partager le fruit un petit peu de son expérience sur la gestion de crise.
Je remercie Mariam Hlou. Je vous remercie aussi. Et je voudrais juste, avant de commencer ma présentation, vous expliquer pourquoi vous êtes en train de regarder qu'on parle des relations publiques des crises et non pas de communication de crise. Face à la complexité de la croissance de la crise en elle-même et face à la vitesse de propagation des informations, nous le voyons tous les jours, la communication de crise ne peut plus se contenter de modes classiques, linéaires et mécaniques. Nous sommes obligés de parler de nouvelles stratégies, de nouveaux modes, de nouvelles techniques pour un peu contrebalancer ce qui se passe. Le propre de toute communication de crise est de participer à la gestion de crise. Il ne s'agit pas d'évoquer une protection de la réputation, parce que c'est déjà trop tard. Si c'est en temps de crise, on va gérer notre réputation, c'est un peu trop tard. Il faut le faire en amont, d'où l'importance d'un autre volet dont on va parler. Il ne s'agit pas donc d'évoquer la protection de la réputation, mais d'établir un discours clairvoyant et construit. L'objectif, c'est d'établir une stratégie fondée, destinée au public prioritaire et secondaire. Donc voilà, je disais qu'il y a 4 phases. La préliminaire, l'aiguë, la chronique et la cicatrisation. On voit qu'il y a en phase de cristallisation, c'est là la naissance de la crise elle-même. Après, la courbe prend. On intervient en tant que gestionnaire de crise. Bien sûr, je parle de l'armada, du dispositif qui gère la crise. Et on intervient en termes de communication de crise dans la phase cinétique. Il y a la phase aiguë et chronique. La cicatrisation va suivre en phase réparation, mais ceci n'empêche pas un rebondissement. J'ai mis à côté, par exemple, un rendez-vous judiciaire peut relancer la crise. Quand bien même on peut croire que c'est oublié pendant 1 an, 2 ans, il suffit qu'un témoin ressort et qu'on en parle encore, et puis rebelote. Est-ce qu'il y a des entreprises marocaines qui ont des cellules de crise ? Ou bien comment vous expliquez que notre patronat marocain, même les plus grands, je citerai Doha dans le cas de l'incendie du siège, du groupe Doha, à votre avis, pourquoi on attend de réagir plutôt que d'avoir des approches proactives ? Pourquoi notre patronat, de quoi il souffre ? Justement, c'est un défi culturel. Parce que déjà, le mot crise fait peur. Combien de fois on est parti, on se présente, bonjour, je suis spécialiste en communication de crise, et on nous sent, ah non, là, on n'est pas en crise, on ne veut pas être en crise. Déjà, il y a un refus du mot. Le mot dérange en lui-même. Donc, on a fui un peu, on a fait comme sensible, comme stratégique, mais le fond, c'est une crise. On est là pour vous aider à se munir et à être équipé en temps de crise, à avoir un dispositif déjà existant. Le problème, Mariam, c'est que notre patronat accorde beaucoup plus d'importance au risk management. Et ils le confondent beaucoup avec la communication de crise. C'est pas qu'ils le confondent, mais ils lui accordent pas la même importance. Vraiment, c'est le parent pauvre déjà dans une structure entrepreneuriale. Le parent pauvre, c'est la communication. Le premier budget qui saute quand on est en crise, c'est la communication. C'est le budget communication. Pour faire réagir Anas Filali, parce que je sais qu'il est très rapide et très réactif par rapport aux gestions de crise, par rapport à ce qu'il a fait comme projet. Est-ce qu'on choisit des gens seniors, est-ce qu'on choisit des gens juniors pour parler aux journalistes, à la presse ? Est-ce que vous avez des cas en tête ? Comment on choisit ces chefs de projet-là pour gérer la crise ? Merci beaucoup déjà de votre présence. Pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce que je fais, ça fait plus de 6 ans que je fais que gérer des crises. Cette année, en fin 2015, j'ai décidé de tout arrêter. Je ne vais plus faire ça parce que c'est une patate qui est très chaude. Donc, je vais essayer de partager avec vous un maximum de choses. Mais croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de travail derrière. Mais aujourd'hui, quand on a une bonne gestion de crise, on a fait les simulations de déraillement de train avec l'ONCF au Maroc, avec une agence, et donc on a fait complètement dérailler un vrai train, pas très loin, dans une zone à Ainsba, et on a simulé quand même, comme quoi il y avait des morts, il y avait des blessés et tout. Et bien sûr, la prise de parole, ce n'est pas la boîte qui la décide, c'est un état de fait. Quand on a un déraillement de train, la personne qui se trouve à proximité, le premier, c'est le conducteur de la locomotive, qui n'est pas apte, qui n'est pas capable de prendre la parole devant la presse, de dire ce qu'il faut autant qu'il faut. Deuxième personne à être sur place, c'est le chef de gare. Le chef de gare qui est pas très loin, donc il prend sa voiture, il va sur place. Des journalistes qui se déplacent, il y en a de plus en plus.
des journalistes régionaux qui travaillent avec plusieurs supports à la fois, et il suffit qu'ils prennent une mauvaise photo, une mauvaise information, et tout prend très très vite. Au bout de quelques minutes, l'information est sur le site de news, qui est relayée par d'autres sites, et bien sûr, et par les internautes qui vont partager et repartager sur leurs réseaux sociaux. Donc, on peut choisir la personne qui va prendre la parole. Malheureusement, ça, c'est au niveau central. Par contre, sur place, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on rate le côté, cette personne, le conducteur de la locomotive ou le chef de gare, on a raté déjà la partie initiale qui peut générer elle-même une autre crise. On peut avoir un déraillement, on peut avoir des blessés, mais si par exemple le chef de gare vient, la première chose qu'il va dire c'est on va rétablir le trafic, c'est pas bon. Ça veut dire que l'ONCF n'est pas sensible aux blessés, aux familles des personnes qui peuvent être décédées. Est-ce qu'ils ont mis un périmètre de sécurité? Est-ce qu'ils ont fait intervenir les pompiers? Donc il y a énormément de choses à dire et à diffuser. Et bien sûr, la communication de crise n'est qu'une partie de la facette de la gestion de crise qui, elle, est beaucoup plus globale, qui ne concerne pas uniquement le côté communication, mais réellement une gestion sur le terrain. Par exemple, on a fait intervenir dans ce déraillement de train, on a fait intervenir les pompiers, les sapeurs-pompiers, la sécurité, la police, la DGSN, donc énormément d'intervenants. Il y avait même, on a mis en place un hôpital sur place, donc juste pour tester la réactivité et autres. Donc notre mission, c'était de diagnostiquer, les problématiques, les failles, et comment fluidifier la communication qui va du quartier général qui se trouve à Rabat, qui n'ont rien à voir avec le déraillement qui se trouve peut-être à Ben Grir ou à Insba, comment leur transmettre l'information, sa gravité, déclencher un certain nombre de procédures qui devraient être mises en place dans les 5-10 minutes après le déraillement. C'est-à-dire que ça va très très vite. Donc aujourd'hui, si on choisit, on aimerait bien, toutes les boîtes aimeraient bien choisir le porte-parole principal qui aura les éléments d'empathie, les éléments de discours qui vont faire qu'on va pouvoir gérer cela d'une manière optimale. Mais en réalité, la force et le cas de force majeure, on ne peut pas, sauf si on met en place, là aussi, heureusement qu'on a la technologie, on a mis en place un système qui permet d'avoir des éléments de discours qui viennent de Rabat jusqu'au conducteur de train, c'est-à-dire qu'il reçoit par SMS les éléments qu'il doit dire, et s'il doit se prononcer par exemple sur un nombre de décès ou pas, et si c'est le cas, tout doit être précis dans le support. Merci pour ton intervention, Anas. Principe de la stratégie de crise. Alors, il y a le recueil de l'information juste. Je parlais tout à l'heure de l'honnêteté, de la bienveillance, de l'info juste. Il va évaluer les scénarios cibles. On parle de trois scénarios, soit avouer, soit refuser, soit trouver un bouc émissaire. Déterminer le thème de crise, de quoi est-ce qu'on va parler. Adopter une stratégie, soit reconnaître, refuser ou trouver un projet latéral. Et c'est là ce que j'appelle moi le bouc émissaire, parce que souvent on oriente l'attention ailleurs que la crise principale. Élaborer les messages, vocabulaire, les éléments de langage, tout ceci s'établit. On a le tout pour tout, on a 72 heures pour faire tout ça. Il faut le garder en tête. Parce que je pense maximum c'est 3 jours. On ne peut pas dépasser 72 heures pour s'exprimer au niveau quand il y a une crise. Moi, j'ai été fascinée, on en discutait hier, Raja, la réaction ou la formation des employés Volkswagen en Allemagne, dans le siège Volkswagen, le gros, à ce spécial no comment. À chaque fois qu'un journaliste allait vers eux, ils avaient tous la même réaction. Soit ils ne parlaient pas, soit ils disaient no comment avec un grand sourire. C'est aussi une manière de se protéger parce qu'on peut tout dire, on peut aller dans des spéculations. Donc, peut-être on se protège de qui? De la direction générale? On se protège de tout. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information, tout simplement. Exactement. Est-ce qu'ils ont honte? Peut-être qu'ils ont honte de ce que l'entreprise a fait, je ne sais pas. Mais ou bien ils n'ont pas l'information. Mais en tout cas, j'ai été fascinée par cette réaction très, très harmonieuse. Ça, c'est très intéressant. C'est la formule de Camp pour un positionnement efficace. Donc, il faut exposer l'objectif, c'est qu'il faut donner à l'auditoire ce qu'ils veulent entendre. Donc, il faut exposer le problème, reconnaissance, décharge ou déni, projeter une perspective, dire ce que l'on veut dire. Et le résultat, c'est on leur donne pas ce qu'ils veulent écouter, mais ce qu'on veut nous leur faire écouter. En fait, ça c'est juste un montage, une équation basique pour le positionnement efficace d'un discours en temps de crise. Être honnête, projeter la perspective et rassurer, et dire ce qu'on veut dire.
Raja, très intéressant ce que tu as partagé avec nous. Je sais, en discutant avec les consultants et les spécialistes de la gestion de la com de crise, qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas partager, parce qu'ils aiment bien être payés aussi par la suite pour les techniques et leurs petits secrets professionnels, mais pas seulement, sauf Anas qui va publier ses mémoires sur la gestion de crise. Il va sortir un best-seller. Lui, il est à part. Très intéressante ta technique, Raja, et c'est vrai quand on voit, j'imagine que vous avez suivi comme nous, comment Air France a pris la parole par rapport à la chemise déchirée, par rapport au licenciement. La chemise déchirée a pris le dessus sur les licenciements du DRH. Et tout ça est très intéressant. Le lobbying des patrons, ou en tout cas cette fameuse conférence de presse que le patron d'Air France a fait avec l'autre patronat. Et c'est vrai que j'y ai vu, en tout cas on y voit tous, les privés à part, les concernés à part, les commentateurs, les plateaux télé, etc. Et finalement, ça a du sens. Ce qui nous paraissait comme assez décousu, quand on voit votre schéma, on voit très bien comment ça se succède comme étape. Et chaque public, on le tient à part avec une stratégie de crise. Merci beaucoup, Raja. Quand on est sur le digital, on est exposé, on est devant un nombre important d'intervenants qu'on ne connaît pas. Donc, il faut s'y préparer. Donc, une équation très simple. Toute entreprise, aujourd'hui, qu'elle vende du pain ou qu'elle vende des avions, elle est obligée d'être sur les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre. Si elle ne l'est pas, quelqu'un le fera à sa place. Jusqu'à aujourd'hui, je crois, il y a quand même des entreprises marocaines assez grandes qui n'ont pas de page réelle sur les réseaux sociaux. Mais ces pages ont été créées, soit par leurs employés, parce qu'ils les aiment ou pas, et qui diffusent un certain nombre d'informations. Journaliste que je suis peut-être, si j'ai besoin de l'information, la première chose que je vais chercher, leur site web, parce que je n'ai plus le temps d'appeler le standard, passez-moi le chargé de com et autres, donc je vais voir leur site web, est-ce qu'ils ont un communiqué de presse ? 2, et c'est le plus rapide, c'est devenu même un réflexe, c'est de voir leur page Facebook. Et si cette page-là est gérée par quelqu'un d'autre, donc ça sera la catastrophe totale. Alors, les causes internes. Un accident, ça peut arriver à n'importe qui. Dans une usine, bien sûr, mais aussi dans une entreprise de service. On peut avoir quelqu'un qui s'est fracturé, qui est tombé dans un escalier, et puis, voilà, on a un problème. Un feu qui se déclare. On est chez, par exemple, Toha, on a un feu qui se déclare, et puis voilà, c'est les pompiers. Il faut qu'il y ait aussi les pompiers sur le plan communication. Donc, des poursuites judiciaires, des enquêtes. Encore une fois, l'immobilier au Maroc, on a eu beaucoup d'images qui circulaient sur les web avec des immeubles qui fuitaient parce que dès la première pluie. On a aussi des ruptures de stock, par exemple dans le médicament, c'est extrêmement important. Imaginez que vous êtes dans un laboratoire, que vous êtes le seul fournisseur d'un traitement, par exemple dans le diabète, et vous n'avez plus de stock. Vous avez une rupture pendant 3 semaines, il y a énormément de patients qui ne prennent pas leurs médicaments, qui ont des pics de glycémie dans le sang, et comment ils vont pouvoir gérer tout cela ? Un changement du top management, Inuit, patron débarqué du jour au lendemain. Accusation de mauvaises pratiques, l'industrie automobile, dans plein d'industries minières. Au Maroc, on en a par exemple le Managim, dans sa zone, donc Timitar et à côté. Donc il y a énormément de gens qui manifestent quotidiennement. À un certain moment, ça a fait un gros problème pour l'administration. Après, ce n'est plus le cas. Mauvaise pratique, produits défectueux, ça on en retrouve. La vache qui rit avec ses petits morceaux, avec plein de verre et plein de choses dedans. Donc, on se pose la question. Crise avec les employés, on a une restructuration, on est obligé de renvoyer plein de monde. Donc vous voyez que les causes internes, elles peuvent être juste énormes. Et là, j'ai mis une petite part pour les causes externes. Et là, on a un désastre, on a par exemple un certain nombre d'actes criminels aussi. Par exemple, quelqu'un qui rentre avec un fusil, il va tirer sur les employés. Les doléances des clients, c'est-à-dire des clients qui vont venir manifester devant les locaux, ou même des prestataires, on l'a vu avec Alliance. Donc je vais donner tous les clients et autres, mais sérieusement c'est un métier qui est très très difficile, qui sera encore plus durant les prochaines années. Ce n'est plus l'apanage d'une équipe telle qu'elle soit, c'est vraiment une politique à adopter au sein des entreprises. Donc les causes, il y en a beaucoup, donc on va prendre vraiment un cas, et on se dit voilà, celui-là il est le plus probable, et on va du plus probable vraiment au plus fou. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, n'importe quelle entreprise peut créer son propre support. Plus besoin d'avoir toute une équipe derrière. On crée un blog, un site. Ça coûte plus grand chose maintenant pour créer un site. Ça part de
Je crois que vous avez eu les pubs de 1200 dirhams, un site à 1200 dirhams, je ne sais pas ce qu'ils vendent dedans, à 1200 dirhams jusqu'à des millions de dirhams. Ça existe, vous pouvez aussi créer votre propre site web et vous avez là un point focal médiatique que vous pouvez animer, créer du contenu en continu. Vous avez besoin de faire du contenu promotionnel, très bien, mais il faut le faire avant même une crise. Aujourd'hui, si on est consultant par exemple auprès de Saham Group, ils ont un site web. Ils savent qu'un de ces jours, ils vont devoir diffuser un communiqué qui va faire un petit peu le pompier parce qu'ils ont eu une crise. Mais aujourd'hui, ils mettent des communiqués classiques pour la presse. Quand la presse a envie de retrouver une information, ils ne sont pas obligés d'aller tourner vers appeler tous les téléphones. Ils ont un point focal, ils rentrent. Donc demain, ça devient mon média. Au lieu de passer par un communiqué de presse à envoyer, disons, à un journal ou autre, j'ai déjà mon propre média et je suis très réactif dessus. D'un discours tel qu'il soit en matière de gestion de crise, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, bien sûr, la première des choses, l'empathie. L'empathie, ça veut dire qu'on est concerné par ce que vous ressentez, même s'il faut la provoquer. Maintenant, on peut pas avoir de l'empathie pour tout le monde, c'est vrai, mais il faut se mettre à la position de l'autre. Donc il faut comprendre la situation de tout un chacun et transmettre leurs doléances au niveau de la hiérarchie. C'est-à-dire que les gens doivent connaître au niveau de votre administration qui est responsable, que les gens sont gênés par disons, un produit, un service qui est défectueux. Bien sûr, il n'y a pas de mal à reconnaître des défaillances ou des erreurs. On n'est pas parfait. Il ne faut pas dire que non, par exemple, comme Volkswagen, non, on n'a rien fait. Si on a une erreur, si on a commis une erreur, oui, nous assumons totalement la responsabilité de ce problème-là. Nous nous en excusons. Mais nous savons que nos excuses verbales ne valent pas grand-chose devant un fait réel. Ça veut dire que si on a un blocage, par exemple, et ça c'est l'une des rares fois où j'ai vu un opérateur télécom être responsable, on a eu une coupure de réseau pendant 3 heures chez Minitel. Normalement, on paie un forfait. Ces 3 heures, ils ont été défalqués sur une grande partie des factures. Ça veut dire qu'ils ont réduit la facture finale. Mais ça, c'est rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aime pas ces opérateurs, mais on a quand même une certaine rage. Parce que nous, on paye ce qu'il faut, et eux, en matière de service, ils nous donnent ce qu'ils veulent. Donc c'est totalement différent, parce qu'on est dans un oligopole. Si on était dans un marché ouvert, concurrentiel, qu'ils aillent jouer comme cela, on les changera au bout de quelques secondes. Merci à vous. J'invite Patricia Bournet pour parler de la suite, parce qu'il y a effectivement une suite. Avant de vous inviter au cocktail, Patricia, à toi la parole. Bon, je voulais d'abord vous remercier d'être venu, puisque c'est notre première conférence de cette année. Donc sachez que le cycle reprend, donc on vous donne rendez-vous tous les mois avec un programme qu'on a déjà défini, qu'on va pas tarder à vous communiquer avec des dates régulières. Donc je voulais remercier bien sûr nos partenaires, nos invités d'abord, Anas Filali et Raja. Remercier Myriam aussi d'être à nos côtés, l'agence Equity avec Abdelkhalek Zine sur la partie relations presse. Et puis Amine El Otmani, puisque sachez qu'aujourd'hui on a fait la première live via le live des conférences TBS sur Periscope. Donc on a eu beaucoup de personnes qui nous ont suivis, sachez-le. Donc merci à Equity, bien sûr la Chambre, l'agence Compétences Plus, l'OREM bien sûr de Monsieur Filali, et puis Capsen qui nous suit depuis un moment, et puis Joe Films qui nous monte nos vidéos. Donc la suite juste après. Je voulais vous rappeler, la semaine prochaine, on a un forum des entreprises. Donc, en tant qu'ancien, si vous voulez aussi participer et faire savoir à vos DRH, qui peuvent venir recruter nos étudiants. Donc, vous pouvez vous manifester et m'envoyer un mail. Et puis, la prochaine conférence, ça sera le 22 décembre, avec une perspective sur 2016, Business RH et Stratégie, les défis pour 2016. Merci encore et puis place au cocktail juste à côté. Au revoir.